Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui prend de l'ampleur. Quand on cumule la hausse des 3 dernières séances, le CAC 40 et les indices européens ont repris 6% en ligne droite. Après, il faut le rappeler, quand même une baisse de 10% au cours du mois de septembre. Mais la situation montre quand même qu'il faut être prudent à ce stade et que la logique d'être trop short aujourd'hui, peut-être du marché action et du marché action en Europe notamment, est une stratégie qui peut être risquée. Le CAC 40 revient ainsi à 6000 points à mi-séance avec un rebond aujourd'hui de 3,6% sur fond de détente obligataire, de stabilisation également sur le marché des devises. On a vu beaucoup d'interventions de banques centrales ces 10 derniers jours, à la fois sur les marchés de devises, sur les marchés obligataires également. Le cas spectaculaire du Royaume-Uni, évidemment, est encore dans tous les esprits. Tout ça a ramené un peu de calme à court terme, avec l'idée peut-être que les risques pour la stabilité financière vont faire réfléchir les banques centrales quant à leur stratégie de normalisation et de durcissement des conditions monétaires et financières. On évoquera cette question avec Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique, qui sera avec nous par téléphone dans un instant chez CPR Asset Management à propos des banques centrales. Là aussi, un petit signal faible de l'autre côté du globe, c'est la Banque centrale d'Australie aujourd'hui qui a choisi de ne monter ses taux que de 25 points de base, là où le marché attendait encore une hausse de 50 points de base ce matin. Le taux directeur australien s'établit assis à 2,60%. Et l'Australie qui, avec cette surprise, explique effectivement que cette hausse de seulement 25 points de base se justifie en raison notamment de l'incertitude qui pèse désormais sur les perspectives de l'économie mondiale. Dans ce contexte, nous évoquerons la stratégie action, les actions européennes et les actions françaises et nordiques en particulier, avec Bertrand Puif qui sera à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure, gérant action chez Fidelity, avec, je le disais, des actions européennes qui avaient atteint des niveaux de décote et de valorisation extrêmement faibles à la fin du troisième trimestre et qui, pour marquer le coup, rebondissent fortement depuis 3 séances maintenant, avec un CAC, je le rappelle, qui revient à 6000 points à mi-séance. Mais d'abord, évoquons la question des politiques monétaires avec peut-être une situation qui se complique. La normalisation monétaire entraîne des heurts sur la stabilité financière mondiale. Nous en parlons avec Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Les exemples se multiplient et je parle d'exemples très récents. Depuis une dizaine de jours, on a vu les Japonais intervenir sur le yen à hauteur de 20 milliards de dollars, ce qu'on n'avait pas vu depuis 1998. La Banque d'Angleterre, évidemment, de manière spectaculaire, qui a mis sur pied en urgence un programme d'achat d'obligations britanniques jusqu'à 65 milliards de pounds pour 15 jours. On notera également que la BCE, un peu plus tôt dans l'année, au mois de juillet, s'est préparée également à gérer peut-être des risques importants sur la stabilité financière, à savoir la fragmentation en zone euro avec un instrument, un outil qui a été dévoilé au marché au mois de juillet dernier. Et les exemples se multiplient, Bastien. Est-ce que le durcissement monétaire global va pouvoir se poursuivre alors que les risques sur la stabilité financière ne cessent d'augmenter ? Alors oui, c'est effectivement un nouveau thème de marché, ce thème de la stabilité financière. Et comme vous venez de le dire, c'est un thème qui est apparu brutalement dans l'actualité parce qu'il y a 10 jours, il y a très peu de gens qui parlaient de ce sujet. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce resserrement monétaire qui est global, comme vous venez de le dire, avec un très grand nombre de banques centrales qui ont remonté leur taux directeur et puis qui s'orientent vers des politiques de réduction de bilan, est-ce que ça ne va pas déstabiliser le système financier dans son ensemble ? En fait, on a des taux d'intérêt des banques centrales qui ont remonté un peu partout, des rendements obligataires qui ont fortement remonté un peu partout dans le monde, et les obligations d'État qui sont vraiment au cœur du système financier et qui sont censés être les actifs les plus sûrs, ont perdu pas mal de valeur depuis le début de l'année, ce qui a pu mettre en difficulté certains acteurs, surtout ceux qui avaient investi sur des maturités très longues, comme par exemple certains fonds de pension britanniques. Ça, on en a pas beaucoup parlé ces derniers jours. Mais surtout, en fait, c'est la brutalité de ce resserrement monétaire, c'est cette brutalité du resserrement monétaire avec des hausses de taux qui sont très importantes,
qui induisent des mouvements très importants sur les marchés obligataires, sur le marché d'échange. Et c'est cette brutalité en fait qui crée des risques, puisqu'il y a certains acteurs qui sont pris à contre-pied. Et puis ces mouvements ils peuvent être amplifiés s'il y a des effets de levier, hein, comme on a pu en entendre parler ces derniers jours. Alors maintenant, est-ce que ça change la donne avec des banques centrales qui n'iraient pas au bout de leur projet de resserrement monétaire? Ça se discute parce que d'un côté, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la Banque centrale australienne qui était censée remonter ses taux directeurs de 50 points de base ce matin, mais qui n'a remonté que de 25 points de base son taux directeur à cause des perspectives globales. Donc là, on peut comprendre les risques qui ont été évoqués ces derniers jours pour la stabilité financière. On a la Banque d'Angleterre qui a fait demi-tour, on pourra en reparler. Et puis d'un autre côté, on a quand même la Fed qui a reconnu notamment via sa vice-présidente Lael Brainard vendredi qu'il y avait bien des risques pour la stabilité financière, mais qui a quand même insisté très lourdement sur la persistance de l'inflation élevée. Et ça a été rappelé même encore hier par John Williams, le président de la Fed de New York. Et puis on a aussi la BCE qui, ces derniers jours, n'a pas vraiment changé de discours. On a eu la membre du conseil du directoire, Isabelle Schnabel, qui a réinsisté sur le fait qu'il fallait lutter contre l'inflation élevée. Donc là, on voit quand même qu'il n'y a pas pour le moment d'inflexion en ce qui concerne les deux grosses banques centrales des pays développés, la BCE et la Fed. Ce stade, effectivement, la Fed et la BCE réaffirment que l'objectif suprême reste celui de l'inflation, malgré une augmentation de ces risques sur la stabilité financière. Oui, tout à fait. Et puis, on a même eu la semaine dernière quelques présidents de banques centrales régionales, de Fed régionales. Il y avait notamment Bullard, il y avait James Bullard et puis Neil Kashkari, qui avaient indiqué que même si la conjoncture se dégradait, même s'il y avait une récession qui commençait à se mettre en place, il faudrait persister avec une politique monétaire restrictive, qu'il ne faudrait pas baisser les taux directeurs. Et puis il y a aussi le fait qu'ils ont indiqué que même si l'inflation commençait à ralentir, il ne fallait pas déclarer victoire trop vite et qu'il fallait rester en territoire restrictif pendant pas mal de temps. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ces déclarations, c'est que c'est plutôt des colombes qui s'expriment et qui indiquent qu'il y a une nécessité de garder des taux directeurs en zone restrictive pendant un bon moment. Alors que si on était revenu quelques années en arrière, on aurait bien imaginé ces personnes-là plutôt avoir une communication très dovish. Les facteurs globaux étaient un argument souvent utilisé par la Fed dans le cycle précédent pour limiter justement le resserrement monétaire ou la volonté de resserrement monétaire à l'époque. Le cas britannique est évidemment très intéressant, Bastien, et sans doute loin d'être terminé. Est-ce que c'est un vrai U-turn de la part de la Banque d'Angleterre qui alors relance un programme d'urgence d'achat d'obligations britanniques, mais qui est quand même assez ciblé, temporaire, limité en termes de taille? Est-ce que c'est un virage en matière de politique monétaire ou est-ce que non? Le cap de la politique monétaire est toujours la lutte contre l'inflation, mais on s'autorise, par nécessité bien sûr, à mener des politiques de réassurance en complément d'une politique monétaire qui est amenée à être encore plus restrictive demain. Je pense que la Banque d'Angleterre reviendra vers une politique restrictive. Je pense qu'on peut quand même insister sur le fait qu'il s'agit d'un des demi-tours les plus spectaculaires des banques centrales ces dernières années, voire de ces dernières décennies. C'est quand même très spectaculaire ce qui est arrivé parce que on avait le 22 septembre la Banque d'Angleterre qui annonçait qu'elle allait vendre des actifs. Donc c'était pas simplement attendre que ces actifs arrivent à maturité et ne pas les réinvestir. Donc là, la Banque d'Angleterre a quand même indiqué qu'il fallait vendre des actifs pour 80 milliards de livres sterling sur les 12 prochains mois. Et 6 jours après, la Banque d'Angleterre qui dit qu'elle n'allait pas vendre, mais plutôt acheter des obligations pour potentiellement 65 milliards de livres. Donc là, on vient d'apprendre dans les dernières, ce matin que le chancelier de l'Échiquier avait même autorisé des achats de même 100 milliards de livres dans le cadre de ces achats de titres. Donc là, c'était quand même un vrai demi-tour en ce qui concerne les achats d'actifs. Il n'y a pas que les achats d'actifs. Et puis l'ironie de l'histoire, c'est quand même que Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, c'est quand même l'un des banquiers centraux qui s'est le plus exprimé en 2020, en 2021, en 2022 sur la nécessité de réduire très rapidement la taille du bilan. Alors donc ça ne concerne que on va dire la politique d'achat d'actifs, et je
pense que la Banque d'Angleterre va revenir vers une politique de réduction du bilan. Mais en parallèle, il faut bien voir qu'il y a aussi la politique de taux directeur, qu'aujourd'hui le principal taux directeur de la Banque d'Angleterre il est à 2,25 et que dans les hausses de taux qui sont évoquées pour le prochain comité de politique monétaire, on a des hausses de taux de 75 points de base, de 100 points de base, voire de plus qui sont évoquées et que donc on va avoir une banque centrale qui remonterait ses taux directeurs alors que son bilan est plutôt en train d'augmenter actuellement. Alors le problème, c'est que pour une banque centrale, relever les taux directeurs avec un bilan qui est très élevé, ça coûte très cher. Pourquoi ? Parce que la banque centrale elle rémunère les liquidités excédentaires à un taux qui est soit l'un des taux directeurs, soit un taux qui est très proche des taux directeurs. Et là, quand on regarde la taille du bilan de la Banque d'Angleterre, c'est quand même 40% du PIB britannique. Donc la facture, elle va monter quand même très très vite. C'est ça qui va faire que la Banque d'Angleterre devrait revenir vers une politique de réduction de bilan d'ici quelques semaines. C'est terrible parce que une des parties de l'équation britannique, ça a été de dire, en tout cas pour certains, Bastien, que lors du dernier meeting, la BOE fait 50 points de base, alors que d'autres sont déjà à 75 points de base. Et au sein des votes, il y a un membre du MPC qui demande une hausse de seulement 25 points de base. Et le marché a pu penser que la BOE, que la main de la Banque d'Angleterre était peut-être tremblante à un moment où il ne fallait surtout pas l'être. Oui, mais c'est un peu comme pour d'autres banques centrales. Hein. Il y a une inflation qui se retrouve au-dessus de 10% au Royaume-Uni et on a quand même du mal à imaginer une banque centrale qui abandonne aussitôt dans sa lutte contre l'inflation élevée dans le cadre de son resserrement monétaire. Quoi. Donc on a quand même vraiment du mal à imaginer que la Banque d'Angleterre laisse tomber, jette l'éponge dès maintenant. Non. Rendez-vous le 3 novembre pour la Banque d'Angleterre et puis on aura des précisions sur le budget britannique avant la date initialement prévue. D'ici la fin du mois, le chancelier de l'échiquier britannique s'est engagé à donner des détails, notamment sur une stratégie de réduction de la dette ou de soutenabilité de la dette britannique, qui est bien le sujet aujourd'hui. Quels sont les enseignements à retirer de cette situation globale pour la Banque Centrale Européenne, Bastien ? Alors là, on a un bilan qui est encore un peu plus élevé. Hein. Quand on regarde le bilan de l'Eurosystème, on est plutôt vers 66% du PIB. C'est quand même très important. Est-ce qu'on est à l'aube d'un pivot de la Banque Centrale Européenne ? Alors, j'y crois pas du tout, pour plusieurs raisons. Parce que l'inflation, elle vient de dépasser 10% en zone euro. On a les chiffres de septembre qui viennent de sortir au-dessus de 10%. Il y a clairement des effets de second tour. On peut pas du tout dire que c'est que le fait que les prix de l'énergie est pas mal accéléré, donc c'est vraiment des effets de second tour. Ensuite, une autre raison, c'est le fait que la BCE elle est très en retard dans son cycle de resserrement monétaire. La BCE n'a remonté ses taux directeurs que de 125 points de base, alors que la Fed a déjà resserré de 300 points de base. Et puis, quand même, dans les derniers jours, on a bien vu qu'il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas d'inflexion dans la rhétorique des membres du Conseil des gouverneurs. Donc, on devrait avoir sur le prochain Conseil une hausse de taux de 75 points de base, avec un taux de dépôt qui arriverait donc à 1,50, à 1,50%. Alors maintenant, la grande question qui va se poser pour la BCE, et qui est celle sur laquelle il y a le plus de risques, c'est est-ce que la BCE va oser amorcer la réduction de son bilan ? Est-ce qu'elle va aller vers une politique de quantitative tightening ? Alors on peut imaginer que la BCE, c'est peut-être pas à ce conseil-là, mais peut-être au conseil prochain, elle ne réinvestisse plus les titres de l'APP qui arrivent à maturité. Et quand on regarde, ça représente combien en montant ? Eh bien, en fait, sur les 12 prochains mois, les titres publics qui sont détenus par la BCE, par l'Eurosystème et qui arrivent à maturité, ça concerne quasiment 275 milliards d'euros sur les 12 prochains mois. Et pour donner un ordre de grandeur, sur les 12 derniers mois, les émissions nettes de dette publique en Europe, en zone euro, ils étaient de 500 milliards d'euros. Donc ça voudrait dire que les montants à absorber par les marchés obligataires de dette souveraine des États de la zone euro, il augmenterait de plus de 50%. Donc si la BCE se lançait vraiment dans cette politique
politique de réduction de bilan, et ça aurait quand même des effets sur le marché obligataire qui seraient, à mon avis, très importants. Oui, laissant les États un peu plus seuls face au marché pour lever de l'argent sur les marchés obligataires. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreux qui était avec nous pour cet éclairage sur les stratégies de Banque centrale dans cet environnement où les risques augmentent pour la stabilité financière mondiale. Bastien Dreux, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Parlons action à présent, action européenne en général, action française et nordique en particulier avec Bertrand Puif qui est à mes côtés, gérant action chez Fidelity. Bonjour et bienvenue Bertrand. Bonjour. Vous gérez un fonds action française, un fonds action nordique chez Fidelity. Un mot peut-être du contexte européen, et c'est vrai qu'on voit là depuis 3 séances, et la séance du jour est assez spectaculaire de ce point de vue-là, avec un rebond très vif des actions européennes qu'il faut peut-être mettre en regard des niveaux de valorisation qu'on a pu atteindre à la fin du 3e trimestre, c'est-à-dire il y a quelques jours à peine, Bertrand. Oui, tout à fait. On avait atteint sur le marché européen 10 fois les profits. Et donc, 10 fois les profits, c'est sur quoi on traitait en termes de multiples lors de l'éclatement de la bulle Internet en 2000-2001. Donc, c'est pour... Voilà. Alors, effectivement, quand on est très négatif, on dit que ce n'est pas les 8 fois sur lesquels on traitait en 2008-2009. Mais je rappelle que 2008-2009 était vraiment une crise financière. Hein, donc, alors bon... Après, on verra ce qui se passe sur Crédit Suisse. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous sommes dans une récession beaucoup plus classique. Donc, on avait atteint quand même des niveaux relativement attractifs, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis, hein, puisqu'aux États-Unis, on a 17 fois. Et ces 17 fois se comparent avec un niveau pour eux qui était aux alentours de 14 fois. En 2000-2001. Ouais. Donc, aux États-Unis, le travail n'a pas encore été fait. En Europe, évidemment, il y a eu, en plus de la correction des marchés, une prime géopolitique qui s'est greffée et qui a fait qu'on est allé chercher ces valorisations-là. Donc aujourd'hui, on a effectivement un rebond qu'on peut qualifier de technique, hein, puisqu'il n'y a pas d'éléments fondamentaux aujourd'hui autres que la valorisation qui puisse les justifier. Après, c'est vrai que, encore une fois, un multiple, c'est aussi quelque chose qui est lié au profit que l'on attend. Et donc, la question, c'est celle du E. Effectivement, de combien les profits vont être révisés à la baisse. Ouais. Il y a évidemment déjà dans les attentes de marché des révisions à la baisse. La question, c'est est-ce qu'elles sont suffisantes, notamment pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, quand on regarde le consensus de marché, ce n'est pas une blague, attend plus 1%. Bon. Nous, chez Fidelity, on est à moins 6. Vous voyez, et encore, on trouve qu'on n'est peut-être pas assez dur. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des révisions et que ce 10 fois peut-être est un 11 fois ou un 12 fois. Mais ça reste, encore une fois, dans des zones d'achat. Et on est plus dans cette question de se dire qu'est-ce qui va être les catalystes. Clairement pas les révisions à la baisse des profits, donc il faut attendre un petit peu en tout cas que cette vague commence et que le marché anticipe cela et se dise bon ben voilà, anticipe la sortie de cette vague de révision. Mais il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir pour les actions européennes qui sont détestées. On n'a jamais vu les actions autant être sous-détenues des actions européennes dans les portefeuilles des investisseurs internationaux. Ils ont même plus d'actions chinoises qu'européennes. On est dans quelque chose qui est quand même assez incroyable. Ben oui, mais bon, qui doit nous alerter, effectivement, dans une certaine mesure. Sur les résultats, qu'est-ce que vous dites, Bertrand? Parce que ça rejoint un peu l'idée qu'il n'y a pas de capitulation sur ces marchés actions. C'est-à-dire qu'il y a quand même des effets inertiels, des effets d'inertie très forts, avec des politiques datant du Covid qui produisent encore un certain nombre d'effets, voire de perturbations, hein, si on prend la politique sanitaire chinoise, etc., etc., qui font que les résultats jusqu'à présent, les résultats des entreprises, ont bénéficié du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il y avait l'effet nominal, l'inflation qui est bonne pour les chiffres d'affaires, on passe les hausses de prix sans trop de problèmes. En plus, les États continuent de soutenir la demande dans une certaine mesure, beaucoup en Europe, beaucoup moins aux États-Unis, mais il y a encore toute cette épargne Covid qui est encore en partie présente. Et puis, dans les coûts, finalement, une bonne gestion, une capacité d'adaptation qui fait que les marges, fin de deuxième trimestre, sont encore sur des plus hauts historiques, Bertrand. C'est vrai que quand on parle aux chefs d'entreprise, ils n'ont jamais été dans une situation aussi compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont, comme vous l'avez souligné, pour beaucoup, des carnets de commandes qui sont encore remplis, qu'ils n'ont pas pu, malheureusement, donc délivrer à cause des pénuries qu'on connaît tous, des composants et autres, qui sont en train de commencer à délivrer. Ils ont à peu près une visibilité au moins jusqu'à la fin de l'année. Par contre, après, effectivement, si c'est la grande récession qu'on nous annonce,
eh ben alors là, il va falloir au contraire même réduire les capacités. Ouais. Voire, encore plus compliqué, d'ici à la fin de l'année, alors même qu'on a ce carnet de commandes dont je viens de parler, si on n'a pas d'électricité et pas de gaz pour produire, comment on fait? Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a, alors que dans une récession, si vous voulez, les chefs d'entreprise, ils sont noirs, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ils ne peuvent pas être noirs à court terme parce qu'ils ont encore pas mal d'activités, qui est effectivement l'héritage de ces plans de relance, et des bottlenecks qu'on a vus, des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Et en même temps, il y a cette perspective de récession. Les indicateurs, évidemment, de nos confiances n'ont jamais été aussi bas. Donc voilà, c'est quelque chose qui regarde. Et c'est très compliqué aujourd'hui de prévoir sa production pour un industriel en Europe. Mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte ces inerties, et les résultats du troisième trimestre ne sont pas ceux pour lesquels on attend, un vrai reality check. Alors voilà, boursièrement, nous on n'attend pas un effondrement des profits au troisième trimestre. On n'attend pas non plus que les sociétés donc soient significativement en dessous des attentes. Mais on s'attend à ce qu'il y ait évidemment donc des perspectives pour le quatrième trimestre, voire des pré-perspectives entre guillemets pour l'année 2023, qui soient forcément plus pessimistes. On ne voit pas un chef d'entreprise dans l'environnement actuel donner une perspective très optimiste sur le quatrième trimestre, même si, encore une fois, potentiellement, c'est dans son carnet de commandes, mais est-ce qu'il va pouvoir les produire? Est-ce qu'il aura l'énergie? Est-ce qu'il aura le gaz pour le faire? Et puis l'année prochaine, évidemment... Est-ce que la demande sera toujours là? Est-ce que la demande sera toujours là? Ouais. Voilà. Dans les marchés, alors qui sont vos spécialités, Bertrand, le marché action française, le marché action nordique, qu'est-ce qui caractérise ces deux marchés là au sein de l'Europe aujourd'hui? Alors on a un marché nordique dans lequel vous avez évidemment une surpondération de l'énergie et des matières premières qui représente à peu près 20% des indices. Donc c'est assez significatif. Je rappelle que par exemple aux États-Unis, l'énergie représente moins de 4% du S&P 500. Et en France, on a grosso modo, en dehors de Total, qui est vraiment une grosse société, mais qui représente 5% des indices, on a quelques petites sociétés de services, mais bon, au final, on a également une pondération qui est nettement en deçà de celle qu'on retrouve dans les Nordiques, ce qui est logique, puisqu'on a la Norvège, un des 4 pays nordiques, qui est évidemment très pondéré sur ce segment-là. Donc les matières premières, l'énergie. On a également un segment bancaire qui est important, qui représente 20% des indices. Donc quand on prend l'énergie, les banques, vous avez 40% des indices. Donc vous voyez où je veux en venir. On a un marché qui est quand même très value en soi. Vous avez derrière des industriels qui font 20-25% des indices, beaucoup de Suédoises, qui, elles, ont une sensibilité notamment à l'Asie et à la Chine. Et donc c'est vrai que beaucoup de sociétés, on peut prendre l'exemple un peu emblématique de Kone dans les ascenseurs. Donc là, on est pas sur des sociétés qui théoriquement ont un business model très risqué, mais effectivement il y a quasiment 6 ascenseurs en Chine sur 10 sur les 10 dernières années qui ont été en Chine, posés, fabriqués, assemblés en Chine, et c'est vrai qu'on se pose la question sur le futur. Et donc c'est vrai que tout ce segment-là qui est très important, encore une fois c'est entre 20% et 25% de la cote, et aujourd'hui a souffert fortement, et c'est vrai qu'on arrive à trouver aussi des idées value dans ce segment industriel qui historiquement sur les pays nordiques n'est pas si value que ça, parce qu'on a beaucoup de sociétés de qualité, des SKF, des Atlas Copco dans les compresseurs, SKF dans les roulements à billes, Kone, je viens d'en parler, on a ASSA ABLOY donc dans les systèmes de fermeture pour les portes, toutes ces belles sociétés-là qui sont sur des niches mondiales, avec des pricing power très importants, normalement se traitent avec des primes par rapport même au marché nordique et par rapport aux autres industriels européens. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, et c'est là où on a une opportunité aussi en plus donc dans ce marché qui est quand même value. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on pousse le fonds nordique, parce qu'il y a cette... Et en plus, moi, j'ai une approche value, donc bien sûr, là-dedans. La France, à l'opposé, c'est un peu plus compliqué, c'est plus un marché de croissance. On a tous en tête toutes ces très belles valeurs de croissance qui ont très bien fait sur les 10 dernières années. Le luxe, les L'Oréal, toutes ces sociétés-là. Les sociétés, évidemment, Dassault Systèmes. Les stars de la croissance, de la côte française. La côte française. Et c'est vrai que ces sociétés-là, et ce n'est pas un affront à leur qualité ou quoi que ce soit, mais sont techniquement impactées boursièrement
par la hausse des taux, puisque une société de croissance, basiquement, vous actualisez donc en utilisant donc le taux sans risque, donc ce taux qui nous monte tous les jours, les flux futurs, et donc c'est comme ça que vous les valorisez. Donc quand votre taux évidemment il augmente, la valorisation d'aujourd'hui de la croissance future elle est plus faible. Bon, c'est mécanique. Donc c'est vrai que ces sociétés-là, elles sont très touchées, alors que les sociétés value, vous regardez le dividende, vous regardez un multiple de fonds propres, d'actifs, voilà des éléments qui sont peu impactés, moins impacté en tout cas par l'augmentation des taux longs. Et c'est vrai que ce marché-là, alors pour le coup, d'une manière globale, il a pas fait pire, on va dire, que d'autres marchés européens. Je pense qu'il y a encore un prisme important chez les gérants croissance et qu'ils utilisent les creux de marché pour repondérer de la croissance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on voit. Hermès et le luxe qui tirent la cote parisienne et qui ramènent le CAC à 6000. Voilà. Après, encore une fois, est-ce que cela est soutenable dans une perspective à moyen terme où l'inflation s'installe, ce qui est plutôt ce qu'on voit. Alors certainement, on ne va pas rester à plus de 10%, mais même si on a une inflation entre 4 et 5%, l'idée, c'est que par exemple, quand on regarde aux US, pour donner un comparable, c'est que les taux longs se stabilisent aux US sur le 10 ans américain autour de 6%. Ouais, donc si on se stabilise autour de 6%, en Europe, c'est un peu plus compliqué, mais clairement, on se stabilisera au-dessus de ce qu'on est aujourd'hui. Eh bien, ça va être compliqué, on va dire, pour ces sociétés-là de continuer, en tout cas boursièrement, je ne parle pas de leur performance opérationnelle, mais boursièrement, de continuer à performer. Ça veut dire qu'il y a un rebalancement qui n'est pas terminé. On est encore accroché à ces histoires de croissance qui ont fait effectivement la performance des dernières années. Pour reprendre l'exemple américain, donc le marché américain, pourquoi il est encore à 17 fois et il n'est pas à ces 14 fois, donc qui était le niveau donc, de 2000-2001, parce que vous avez encore une partie de la tech américaine. Et en particulier la tech qui gagne de l'argent. La tech qui gagne de l'argent, les Microsoft, les Apple, les Netflix, toutes ces sociétés-là ont évidemment pâti de la consolidation de marché, mais beaucoup moins. Il y a des chutes spectaculaires quand même, déjà. Mais... Il y a des choses spectaculaires dans la tech américaine, surtout quand vous ne gagnez pas d'argent. Je suis d'accord. Les concept stocks, les Lucid et autres sociétés qui rentrent avec des business models pas encore vraiment, on va dire, éprouvés. Ces sociétés-là, effectivement, ont vu leur cours baisser de 50, 60, 70%. Mais il y a encore une prime pour les GAFAM, pour les blue chip tech. Pour les blue chip tech américaines. Et ces blue chip tech américaines, elles sont touchées de la même manière que nos sociétés de luxe françaises ou de croissance française par cette remontée des taux longs. Et on devrait voir une contraction de leurs multiples. Encore une fois, je ne parle pas de la dynamique de résultat qui peut rester bien orientée, mais la multiple devrait continuer à se contracter. Et ce qui devrait nous créer... on va dire, l'opportunité ultime d'entrer sur les marchés, c'est-à-dire une consolidation nouvelle du marché américain tirée par ces sociétés-là. Et là, ce sera vraiment le moment d'y aller. Mais c'est vrai que l'Europe en dollars, vous êtes à moins 35. Ça, vous ne pouvez pas ne pas regarder l'Europe aujourd'hui comme un vivier d'opportunités. En absolu, en relatif, avec une décote historique même de l'Europe par rapport aux États-Unis en termes de multiples de valorisation. C'est une décote de plus de 30%, je crois. C'est même pire que ce qu'on a pu voir en termes d'écart au moment de la grande crise financière. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Bertrand, merci d'avoir fait le point avec nous sur les actions européennes et en particulier les actions françaises et nordiques, puisque vous gérez les stratégies actions françaises et nordiques chez Fidelity. Bertrand Puif, gérant actions chez Fidelity, qui était l'invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.